Le marchand de Venise. Notice sur le marchand de Venise. Le fond de l'aventure qui fait le sujet du marchand de Venise se retrouve dans les chroniques, dans la littérature de tous les pays, tantôt en entier, tantôt dépouillé de l'épisode très piquant qui ajoute les amours de Bassanio et de Portia. Un jugement pareil à celui de Portia a été attribué à Sixte V qui, plus sévère, condamna, dit-on, à l'amende les deux contractants pour les punir de l'immoralité d'un pareil marché. En cette occasion, il s'agissait d'un pari, et le juif était le perdant. Un recueil de nouvelles françaises intitulé Roger Bontemps, en belle humeur, raconte la même aventure, mais à l'avantage du chrétien. Et c'est le sultan Saladin qui est le juge. Dans un manuscrit persan qui rapporte le même fait, il s'agit d'un pauvre musulman de Syrie avec qui un riche juif fait ce marché pour avoir les moyens de le perdre et parvenir ainsi à posséder sa femme dont il est amoureux. Le cas est décidé par un possédé, par un cadi, des messes, mais l'aventure tout entière se trouve consignée avec quelques différences dans un très ancien ouvrage écrit en latin intitulé Gesta Romanorum et dans le Pecorone des airs Giovanni, recueil de nouvelles composées avant la fin du XIVe siècle et par conséquent très antérieur à Sixte V, ce qui rend tout à fait improbable l'anecdote rapportée sur ce pape par Grégoire Léti, dont la nouvelle de Ser Giovanni, la dame de Belmont, nous pointe une jeune fille forcée de soumettre son choix aux conditions prescrites par le singulier testament de son père, mais une jeune veuve qui, de sa propre volonté, impose une condition beaucoup plus singulière à ceux que le hasard ou le choix fait aborder dans son port, obligé de partager le lit de la dame. S'ils savent profiter des avantages que leur offre une pareille situation, ils obtiendront avec la possession de la veuve sa main et tous, c'est bien. Dans le cas contraire, ils perdent leur vaisseau et son chargement et repartent sur le champ avec un cheval et une somme d'argent qu'on leur fournit pour retourner chez eux. Peu effrayés d'une pareille épreuve, beaucoup ont tenté l'aventure, tous ont succombé, car à peine dans le lit, ils s'endorment d'un profond sommeil, d'où ils ne se réveillent que pour apprendre le lendemain que la dame matinale a déjà fait décharger le navire et préparé la monture qui doit reconduire chez lui le malencontreux prétendant. Aucun n'a
était tenté de renouveler une entreprise si chère et dont le mauvais succès a découragé les plus vifs aspirants. Le seul Gianetto, c'est dans la nouvelle le nom du jeune Vénitien, s'est obstiné et après 2 premières déconvenues, il veut risquer une 3e aventure. Son parrain, Ansaldo, sans s'inquiéter de la perte des 2 premiers vaisseaux dont il ignore la cause, lui en équipe un 3e avec lequel Gianetto lui promet de réparer leur malheur. Mais épuisé par les précédentes entreprises, il est obligé pour celle-là d'emprunter à un juif la somme de 10 000 ducats, aux mêmes conditions que celles qu'impose Shylock à Antonio. Gianetto arrive et, averti par une suivante de ne pas boire le vin qu'on lui présentera avant de se mettre au lit, il surprend à son tour la dame qui, fort troublée d'abord de le trouver éveillé, se résigne cependant à son sort et s'estime heureuse de le nommer le lendemain son époux. Gianetto, enivré de son bonheur, oublie le pauvre Ansaldo jusqu'au jour fatal de l'échéance du billet. Un hasard le lui rappelle alors. Il part diligence pour Venise et le reste de l'histoire se passe comme l'a représenté Shakespeare. On conçoit aisément la raison et la nécessité des divers changements qu'il a fait subir à cette aventure. Elle n'était cependant pas tellement impossible à représenter de son temps sur le théâtre qu'on ne puisse croire qu'il a été induit à ces changements par le besoin de donner plus de moralité à ses personnages et plus d'intérêt à son action. Aussi, la situation du généreux Antonio, la peinture de son caractère si dévoué, courageux et mélancolique à la fois, ne sont-elles pas l'unique source du charme qui règne si puissamment dans tout l'ouvrage? Les lacunes que laisse cette situation sont du moins si heureusement remplies qu'on ne s'aperçoit d'aucun vide dans l'âme et doucement occupé des sentiments qui en naissent naturellement. Il semble que Shakespeare ait voulu peindre ici, sous leurs différents points de vue, les premiers beaux jours d'un heureux mariage, le discours de Portia à Bassano, au moment où le sort vient de décider en sa faveur, et où elle se regarde déjà comme son heureuse épouse, est remplie d'un abandon si pur, d'une soumission conjugale si touchante et si noble à la fois, que son caractère en acquiert un charme inexprimable, et que Bassanio, prenant dès cet instant la situation supérieure qui lui convient, n'a plus à craindre d'être rabaissé par l'esprit et le courage de sa femme, quelque décidé que soit le parti qu'elle va prendre l'instant d'après. On sait maintenant que le moment de la nécessité passé, tout rentrera dans l'ordre et que les grandes qualités qu'elle saura soumettre à son devoir de femme ne feront
qu'ajouter au bonheur de son mari. Dans une classe subordonnée, Lorenzo et Jessica nous donnent le spectacle de ce tendre badinage de deux jeunes époux, si remplis de leur bonheur qu'ils le répandent sur les choses les plus étrangères à eux-mêmes et jouissent des pensées et des actions les plus indifférentes, comme d'autant de portions d'une existence que le bonheur envahit tout entière. Cet entretien de Lorenzo et de Jessica, ce jardin, ce clair de lune, cette musique qui prépare le retour de Portia, de Bassanio et l'arrivée d'Antonio dispose l'âme à toutes les douces impressions que fera naître l'image d'une félicité complète dans la réunion de Portia et de Bassanio au milieu de tous les amis qui vont jouir de leurs soins et de leurs bienfaits. Shakespeare est presque le seul poète dramatique qui n'ait pas craint de s'arrêter sur le tableau du bonheur. Il sentait qu'il avait de quoi le remplir. L'invention des 3 coffres, dont l'original se trouve aussi en plusieurs endroits, existe à peu près tel que l'a employé Shakespeare dans une autre aventure des Gesta Romano, si ce n'est que la personne soumise à l'épreuve est la fille d'un roi de la Pouille qui, par la sagesse de son choix, est jugé digne d'épouser le fils de l'empereur de Rome. On voit par là que ces Gesta Romano ne remontent pas précisément au temps antique. Le caractère du juif Shylock est justement célèbre en Angleterre. Cette pièce a été représentée avant 1598. C'est ce qu'on sait de plus certain sur sa date. Plusieurs pièces sur le même sujet avaient déjà été mises au théâtre. Il avait été aussi le fond de plusieurs ballades. En 1701, M. Granville, depuis Lord Lansdowne, remis au théâtre Le Marchand de Venise avec des changements considérables sous le titre du Juif de Venise. On l'a joué longtemps sous cette nouvelle forme.